Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette 7e ronde, 7e partie du Festival international d'échecs de la Plagne. Et pour la partie du jour, je vous invite à suivre le plus jeune grand maître français de tous les temps, Marc-Andrea Morezzi. Alors nous avions déjà suivi une partie de Marc-Andrea Morezzi à jouer dans ce tournoi de la Plagne. Une partie qu'il avait brillamment gagnée sur le thème des rocs opposés. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Et aujourd'hui, on va suivre une partie de lui avec les pièces noires, sur le thème de la dent du dragon. Alors, il est opposé au maître indien Venkatesh, qui ouvre avec le pion roi E4. Marc-Andrea Morezzi répond avec la sicilienne C5. Cavalier C3, cavalier C6 et fou B5. On voit que les blancs développent vite leurs pièces et cette sortie du fou en B5 laisse planer un possible échange fou contre cavalier, un échange asymétrique, donc une modification matérielle, et également une modification structurelle, selon que l'on reprenne du pion D ou de pion B avec la création de pions doublés. Alors Marc-Andrea Morezzi ne veut pas laisser ce type de modification s'installer dans la position, il préfère jouer cavalier D4, contre-attaquer sur le fou qui recule en C4. Là, Marc-Andrea Morezzi joue E6, le pion E intercepte la diagonale du fou, et le pion E pourra soutenir la poussée des 5. Alors pas immédiatement parce que les blancs contrôlent trop la case, mais une fois qu'on aura joué cavalier F6 par exemple. Les blancs jouent cavalier E2 et cavalier F6. Là il faut comprendre que Marc-Andrea Morezzi n'a pas peur de la prise de son cavalier. Parce que si les blancs prennent, alors le pion reprend, chasse le cavalier blanc qui est le défenseur du pion E4. On pourrait se dire d'accord, mais les blancs vont d'abord jouer E5. Ce qui ne s'est pas produit dans la partie, le joueur avec les blancs fait petit roc. Mais s'il y avait E5, alors comment on fait avec les noirs? Il est habituel dans ce type de position, lorsque vous avez votre cavalier d'attaquer par le pion E, de contrer sur le fou par la poussée D5. Là, vous voyez, on peut jouer D5 et attaquer le fou. Si le fou vient faire B5 échec, on peut même le ramener le cavalier D7 ou prendre le fou, bien sûr. Et si les blancs prennent le cavalier, on prend le fou. Si les blancs prennent le pion, on reprend. Et dans cette position, en réalité, les noirs ont la paire de fous, ils ont les deux fous, dans une position ouverte avec un certain ascendant dans l'espace. Ça doit être légèrement mieux pour les noirs, cette position. Et donc, on revient dans la position, je vous l'ai dit, les blancs n'ont pas joué E5, ils n'ont pas échangé, ils ont simplement fait petit roc. On voit d'ailleurs que les blancs se développent rapidement. 3 pièces développées contre 2, et le roc déjà effectué. Alors, c'est à Marc-Andrea Morezzi de jouer. On pourrait s'attendre à un coup de développement, mais il n'en est rien. Il va jouer A6, préparant la poussée B5. Alors, les blancs vont jouer A4 pour contrer cette poussée, et D5 maintenant. Donc, pion prend, le fou recule en A2, et regardez comment Marc-Andrea Morezzi va développer son fou en F8. On pourrait se dire que, puisque les blancs attaquent 2 fois le pion D5, il faut mettre le fou en E7, et pas en D6, ce qui masque la protection de la dame sur le pion. Mais il va quand même le jouer, Marc-Andrea Morezzi, ce coup fou D6, parce qu'après tout, c'est une défense indirecte. Parce qu'à tout moment, si les blancs prennent le pion, on peut sacrifier le fou en H2 en faisant échec. Ce qui permettra à la dame d'attaquer le cavalier. Pas seulement d'ailleurs. Par exemple, sur cavalier prend D5, c'est pas ce qui s'est passé dans la partie, mais sur cavalier prend D5, on a fou prend H2 échec, et après roi prend, on peut récupérer la pièce. Mais on peut s'intéresser aussi à une attaque du roi, avec cavalier G4 échec par exemple. Et si le roi retourne en G1, des rentrées de dames en H4, pour rentrer en H2 par exemple. Donc dans la position, il est illusoire de penser que les blancs vont gagner le pion D5, à cause de cette ressource tactique de la découverte, avec fou prend H2 échec qui libère la dame. Donc les blancs ont joué D3. Cavalier E6, pion F4. Et là, on aura pu fou prend H2 échec. Donc le pion D5 est vraiment attaqué. Et c'est cavalier C7 qui est choisi, pour défendre une deuxième fois le pion D5. Cavalier G3, petit roc, A5, fou G4, fou G4, on attaque la dame qui vient en D2, tour E8, la tour sur la colonne ouverte, c'est normal. Cavalier A4, alors le cavalier regarde l'incrustation en B6, et là, H5, bien joué. On veut jouer H4, déstabiliser le cavalier et prendre possession de la case 2 avec la tour, soutenue par le fou.
Alors les blancs jouent H3, et Marc-André Amorezi est très précis, il joue H4. Il veut troquer son fou contre le cavalier pour installer la fameuse dent du dragon en G3. Alors la meilleure ressource pour les blancs aurait été de jouer cavalier E4, de donner le cavalier en E4. C'est sûr que les noirs peuvent prendre, mais après, les blancs peuvent reprendre le fou. Mais là, les blancs ont fait une terrible erreur. Ils ont pris le fou en G4, et ils ont donné leur cavalier en G3. Et la différence, c'est ce pion en G3. Cette dent du dragon qui va pourrir totalement le jeu des blancs, et qui va nourrir tout le jeu tactique de Marc-André Amorezi. Qu'est-ce que c'est qu'une dent de dragon? Déjà, c'est un langage qui m'est très particulier, c'est un terme qui m'est très particulier, parce que ce n'est pas utilisé dans la littérature échiquienne. C'est vraiment moi qui l'ai utilisé, notamment avec mes groupes de jeunes élèves. Une dent du dragon, c'est un pion comme ça qui est très proche du roi de l'adversaire, et qui va soutenir les attaques de mat. Un pion très parasite, en fait. Et vous allez voir qu'il va être décisif, ce pion. Alors les blancs, ils ont joué dame D1. En plus, le cavalier attaquait le pion G4. Donc la dame vient défendre. Elle chercherait aussi à venir en F3 pour éliminer la dent du dragon. Mais cavalier aussi s'est joué. Et là, regardez l'idée. C'est que si la dame vient en F3, ce qui ne s'est pas produit dans la partie, les noirs peuvent jouer cavalier D4, attaquer la dame, attaquer le pion C2, et en cas de dame prend G3, c'est même cavalier E2 qui arriverait avec la fourchette royale roi-dame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les blancs ne peuvent pas s'approcher en F3 pour éliminer la dent du dragon, c'est pas possible. Alors ils ont joué G5 d'abord. Ils attaquent le cavalier. Mais finalement, Marc-André Amorezi recule pas ses pièces. Il va de l'avant. Cavalier D4, bien joué. Avec l'idée que si les blancs prennent le cavalier, ce qui ne s'est pas produit dans la partie 1, les blancs ont repositionné leur cavalier en C3, mais si les blancs prennent le cavalier en F6, alors le cavalier peut aller en E2, planter un échec pour obliger le roi à aller sur la colonne H, puis dame prend F6, et le mat va bientôt être donné sur la colonne H. Donc, dans cette position, c'est cavalier C3. Le cavalier essaye de revenir en jeu. Bon, C4 est joué, avec l'idée de libérer la diagonale pour le fou D6, de venir en C5. Et toujours pareil, sur pion prend cavalier, on va pouvoir reprendre et aller rentrer sur la colonne H. Et d'ailleurs, c'est ce qui se produit. Pion prend cavalier. Alors, il n'y a pas eu dame prend F6 tout de suite, il y a eu fou C5 pour préparer l'attaque à la découverte, le départ du cavalier avec le fou qui attaque le roi. Donc le roi va en H1. Dame prend F6. On menace maintenant dame H4 qui va arriver avec cavalier E2 derrière, libération du fou et un mat rapide. Donc les blancs viennent en H1, qu'ils essayent d'empêcher que la dame utilise la colonne H. Et là, dame F5. Bien joué. On pourrait s'attendre à ce que les noirs veuillent conserver des dames pour attaquer le roi, mais en réalité, même sans les dames sur l'échiquier, les noirs conservent des menaces de mat. D'ailleurs, les blancs se sont jetés sur l'échange des dames, dame prend, cavalier prend, et l'idée, par exemple, si les blancs prennent en D5, c'est de jouer tour E6 et de basculer la tour en H6 pour faire mat. La tour qui attaque sur la colonne et le fou qui contrôle la cage G1. Alors les blancs, ils ont joué cavalier A4, ils attaquent le fou qui vient en D4, C3, on attaque le fou qui vient en F2, avec le pion G3 qui solidifie la présence du fou en F2. Les blancs ont joué fou D2, tour E6 avec cette menace de tour H6 mat, donc maintenant les blancs n'ont pas le choix. Ils vont devoir sacrifier la qualité sur le fou. Et pourtant, ils ne vont pas se débarrasser de la dent du dragon. Parce qu'après tour prend, le pion il est toujours à proximité du roi. On menace toujours d'ailleurs des attaques de mat. Mais en plus, maintenant, le pion F2 va soutenir le jeu de promotion. C'est la double peine, en fait. Alors, les blancs ont joué G4 pour libérer la cage G2, bien sûr. Il y a eu tour E8. Toujours la même chose, d'ailleurs. Marc-André Amorezi, il laisse toujours son cavalier en prise. Et il contre-attaque, il fait des menaces ailleurs. Tout à l'heure, c'était son fou qui était attaqué, qui l'avait laissé en prise. Après, son cavalier F6 est attaqué, il le laisse en prise. Et là, c'est pareil. Son cavalier en F5 est attaqué, il le laisse en prise. Il joue tour E8, la tour qui ne jouait pas. Bien sûr, si les blancs prennent en F5, tour E1 échec va être décisif. Sur fou prend, eh bien, on reprend de la tour. Et sur tour prend, on reprend et on fait une dame.
Donc, du coup, dans la position, les blancs ne peuvent pas prendre le cavalier, joue roi G2. Et tour 1 quand même, menaçant F1 dame. Alors il y a eu la prise, reprise avec dame, fou prend, reprise. Et là, l'idée c'est que si les blancs prennent le cavalier, on peut aller en A1 et on va récupérer les pièces. Donc, il y a eu prise en C4, tour 1 quand même, prise en F5, tour prend A2, cavalier B6, tour prend B2 échec. Finalement, la dent du dragon a permis aux noirs d'avoir la qualité. Certes, les blancs ont survécu à l'attaque de mat, mais ils ont dû concéder la qualité, c'est-à-dire l'avantage d'une tour contre un cavalier dans cette finale, et la tour va être plus forte pour ramasser les pions. Roi F3, prise en C4, roi E4, tour B5, on attaque le pion A5, cavalier prend C4, tour C5, on attaque le cavalier derrière les deux pions, cavalier D6, tour prend C3, cavalier B7, tour C7, cavalier D6, tour C5. Et là, les blancs ont joué roi D4, mais ils ont abandonné en fait. En jouant le coup, ils ont abandonné. Bon, il va y avoir tour prend A5. Hein, et cette finale avec l'avantage de la tour, l'avantage de la qualité sur un cavalier plus le pion passé, éloigné, donne un avantage noir, bien sûr, décisif, aux mains d'un grand maître, du plus jeune grand maître d'ailleurs français de tous les temps, Marc-André Amorizzi. Il n'y a plus aucune chance pour les blancs pour sauver cette position. Alors vous voyez, ça s'est joué ici, hein, l'activation du pion H. H5. Et le pion H va avoir une sacrée destinée quand même. Et après H3, l'attaque du fou, on continue à jouer en H4. Et là, il fallait absolument que le cavalier aille se sacrifier en E4. On n'a pas trop envie de jouer un cavalier H1. Donc il fallait donner le cavalier en E4 pour ensuite prendre le fou. Mais dans la partie, il y a eu la prise du fou, la prise du cavalier. Et ce pion G3, a été décisif. Alors, vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces. Mais avant, on va regarder le classement de ces différents tournois de la Plagne. Alors, à l'issue de cette 7e ronde, dans le tournoi des maîtres, on voit que Aryan Chopra est premier. Il est en tête avec 6 points. 6 points sur 7. On a vu une partie d'Aryan Chopra. On voit qu'il y a plusieurs poursuivants. 5 joueurs à égalité à 5 points et demi. Donc Joseph Girel, le joueur marseillais dont on a vu le match nul alors qu'il avait fait une super partie d'attaque contre un autre joueur indien d'ailleurs. Et Marc-André Amorizzi qui a égalité avec 5 points et demi, qui avait perdu contre Joseph Girel. Dans le tournoi de l'accession, c'est un joueur de canne-échec qui a pris la tête, seul en tête avec 6 points et demi. Nils Martin. Alors, le club d'échecs du bassin annemassien, un club local donc, à 6 points, c'est Samuel Detraz. Donc il est seul deuxième, et puis après on a 4 poursuivants à 5 points et demi. Dans le tournoi amateur, encore un joueur de Marseille Échecs qui a la première place, et encore un Samuel Hurtado. Il est seul en tête avec 7 points, et 4 poursuivants avec 6 points. Donc. Voilà pour les tournois, donc on va voir ce que cette fin de tournoi va nous donner. Eh bien, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.